La dernière session de cette discussion sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, et pour cela, nous allons avoir un face-à-face entre monsieur le ministre Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, et le professeur Latanya Sweeney. Je vous invite à me rejoindre sur la scène. Monsieur le ministre, professeur Latanya Sweeney, un grand merci de venir discuter avec nous de ces impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Et la première question que j'aimerais vous poser, finalement, c'est celle relative au partage de données. Au partage de données, monsieur le ministre, on le sait, les données sont le fuel de l'intelligence artificielle et leur production, leur traitement vont aller en explosant dans les années à venir. Si bien que l'on se demande aujourd'hui quel cadre juridique, quels outils techniques il faut penser afin d'assurer peut-être de façon plus smart, comme disent nos collègues américains, ce partage de données. Est-ce que le cadre juridique vous semble aujourd'hui suffisant? Faut-il aller plus loin alors que l'on va bientôt voir entrer en vigueur le RGPD? Merci beaucoup Célia. Alors, dans la question que vous posez, il y a deux types de données. Là, on va beaucoup parler des données personnelles, mais il y a aussi le sujet des données non personnelles, des données industrielles, dont certaines représentent un intérêt public, un intérêt général, un intérêt économique majeur. Et dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ce sera un nouveau sujet, ce sera une nouvelle discussion. Est-ce qu'il existe des jeux de données dont on devrait se dire qu'ils devraient être mis à la disposition des autres? Eh bien, je pense que c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Je pense que dans certains secteurs essentiels, on a beaucoup parlé de santé, on a parlé de transport, on va beaucoup parler de sujets qui, si on innovait plus vite, on aurait plus vite un impact important sur la vie des gens. Sur ces données qui ne sont pas des données personnelles, il va falloir qu'on se dise, c'est pas forcément gratuit, mais vous serez peut-être obligé de les partager. Et ça, c'est un changement philosophique complet. Mais maintenant, sur les données personnelles, il y a deux choses. Il y a le droit, et puis il y aura la vie qu'on va donner à ces nouvelles règles. Le RGPD, il arrive en France et en Europe à la fin du mois de mai. Il n'y aura pas de révolution du jour au lendemain. La révolution, elle se fera petit à petit. RGPD est en soi une révolution. Dès le lendemain, on aura plus de transparence. Mais la vraie révolution, c'est quand les citoyens auront complètement exercé un de leurs droits qui est de rapatrier leurs données et ensuite de décider ce qu'ils en font. Aujourd'hui, si on regarde tous les sujets, tous les débats qu'on peut avoir sur les données personnelles, le premier des problèmes, c'est le manque d'intérêt des citoyens pour leurs propres données personnelles. Et si les gens se posaient plus la question de ce que sont ces données, si on accepte l'idée que les données personnelles, ce n'est pas juste un jeu de données, c'est le prolongement de moi, de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je pense, eh bien, si je valorise ça personnellement, si je pense que c'est important, alors j'aurais été plus exigeant avant. Eh bien, RGPD, ça va donner des outils qui vont créer une pédagogie et qui vont créer des usages. Et ensuite, on aura la réponse industrielle et la réponse commerciale ou associative, il faudra voir, de ce qu'on fait de ces données. Si, grâce à RGPD, tout le monde massivement... Qui dans cette salle a déjà, grâce aux droits existants, demandé et rapatrié ses données personnelles d'un service en ligne? Alors ça, c'est la plus belle fois. Il fallait bien qu'on soit dans cette audience-là pour que ça arrive. Bon, ça représente moins d'une personne sur 10 quand même. Mais d'habitude, dans les salles, il n'y a pas plus d'une ou deux personnes qui lèvent la main avec moi. Et je l'ai fait régulièrement et je le fais sur tous les services. Avec RGPD, ce sera plus rapide, ce sera immédiat, ce sera dans un format ouvert, ce sera dans un format réutilisable et qui permettra la portabilité vers d'autres services, mais qui permettra la portabilité vers moi. Mais une fois que je l'ai repatrié chez moi, je fais quoi avec? Eh bien, c'est là où il faut qu'on reste complètement ouvert. Je peux les garder, je peux les cumuler avec d'autres, mais je peux les remettre à disposition de quelqu'un d'autre, un autre fournisseur de services commerciaux, ou alors je peux les mettre à disposition d'une communauté qui me propose de remettre ces données dans un grand pack et ensemble on les valorisera. Ou il y a un grand débat en ce moment, on n'est pas d'accord avec Gaspard Koenig qui dit qu'il faut qu'il y ait un droit de propriété pur, que j'ai le droit de les vendre. Bon, moi j'y crois pas, je pense que c'est pas souhaitable et que c'est la nature même de ces données qui sont le prolongement de moi, elles n'ont pas de nature à être vendues, c'est-à-dire en perdre la propriété et la donner à quelqu'un d'autre. Par contre, elles peuvent être mises à disposition et revenir. Donc voilà, tous ces débats, ils sont nouveaux, mais ce qui va être le plus essentiel et qui prendra toute la partie, qui me mobilisera, qui mobilisera le gouvernement, c'est la prise de conscience. Si chaque citoyen dit « ça, ce sont mes données, c'est important », vous allez voir, tout va se transformer devant nous.
pour un empowerment de nous, individus. Professor Sweeney, in your research, you have demonstrated the limit. Professeur Letini-Sweeney, vous avez démontré les limites de ces techniques d'intégration généralisée des données. Donc, quelle est votre position et qu'est-ce que vous proposez sur le sujet? Eh bien, je commencerai par vous remercier vraiment de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années, depuis les années 90, sur les données privées. Et cette année, nous avons montré comment les États américains et le gouvernement fédéral ne s'en sortent pas du tout bien pour ce qui est d'anonymiser les données qui sont partagées et de protéger les données privées. Et ce, pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est lié aux politiques elles-mêmes qui sont faibles. Il n'y a pas vraiment d'incitation pour ce qui est de renforcer la protection. Et puis, quelquefois, eh bien, c'est simplement que les données représentent tellement d'argent que le système est biaisé. Alors, pour ce qui est de répatrier les données, c'est vraiment un moteur très puissant. L'objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser vos données pour améliorer vos vies. Alors, ces 20 dernières années, on nous a donné un paradigme, à savoir que nous devons partager nos données gratuitement pour améliorer les services qui, eux, améliorent notre quotidien. Et puis, ce paradigme a changé. Maintenant, il faut acheter quelque chose, l'Internet des choses, et puis, au bout du compte, laisser vos données à quelqu'un d'autre afin que votre vie soit améliorée. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que la technologie fonctionne. Vous avez eu des très bons exemples aujourd'hui, illustrant vraiment le pouvoir de la technologie d'aujourd'hui et l'avenir de la technologie. Mais ce que ces exemples ne disent pas, par contre, c'est à quoi est-ce que ça va ressembler quand tout cela, ça sera présenté sous forme commerciale et mis à disposition du public. Eh bien, ce sera des objectifs commerciaux associés à la technologie qui nous ramènent au paradigme d'avant. Et donc, l'idée de rapatrier ces données, revient à un changement de paradigme. La technologie est toujours disponible, est toujours aussi puissante, peut toujours autant vous aider, mais c'est le coût de l'utiliser et une exposition de vos données ou alors le partage de vos données de façon contrôlée par vous-même. Et beaucoup de technologies pourraient également vous aider sur la protection de vos propres données. Monsieur le ministre, l'actualité, notamment avec l'affaire Cambridge Analytica, nous conduit tout de même à réagir à ces propositions et à cette mécanique de partage de données qui peut être un élément d'incitation fort à promouvoir l'innovation, mais également une source de risque pour les individus et la société. Donc, quelles sont aujourd'hui vos préoccupations? Est-ce que vous souhaitez demain initier une réflexion, peut-être en France, en Europe ou au niveau international sur ces nouveaux enjeux fondamentaux? Ce que le professeur Sweeney a dit juste avant est quelque chose qui participe à répondre à votre question et qui est très important. C'est à partir du moment où les gens prennent conscience du sujet, il y a aussi un autre phénomène qui peut être très intéressant, c'est la concurrence. Et c'est de se dire que les acteurs privés vont se faire concurrence pas que sur le prix, pas que sur la qualité et le design, mais aussi sur le respect de la privacy. Mais tant que les consommateurs ne l'exigent pas, la concurrence ne se joue pas là-dessus. Moi, je rêve que demain, entre mes 3 applications de transport de voiture, il y en ait une qui me dit « moi, je suis la moins chère », l'autre qui me dit « je suis pas cher, je fais attention à mon impact social, je paye bien les chauffeurs, quand ils ne travaillent pas, je leur fournis une indemnité, je leur paye une assurance maladie, je leur paye une mutuelle complémentaire, et en plus, vos données, je ne les stocke pas et je ne les enregistre pas. » Bon, il y a de grandes chances que je choisisse cette application-là, même si elle me dit que la course va coûter 1 € de plus. Ça va être nouveau. Et ça va en partie être permis par RGPD, mais peut-être que ça ne sera pas suffisant. Et dans la réflexion que vous proposez, et dans l'histoire Cambridge Analytica, ce qui est au cœur de tout ce sujet, au-delà du sujet technique, au-delà du sujet d'actualité, c'est la transparence et le plein consentement des personnes. Évidemment qu'on a signé tous, en cliquant 2 fois, des conditions générales d'utilisation qui nous avertissaient que nos données pouvaient être partagées, échangées, valorisées, revendues, retransmises, retraitées, enregistrées, y compris les listes de mes conversations, les listings de mes appels téléphoniques vers ma grand-mère, y compris...
on a dit oui à tout. Mais est-ce qu'on a été vraiment pleinement informé? Est-ce que j'en ai vraiment pleinement eu conscience? Et si j'avais été pleinement informé, si j'en avais eu pleinement conscience, est-ce que j'aurais dit oui? C'est ça la question à laquelle on doit se poser. Et je crois que RGPD, une de nos responsabilités, ce sera de le faire vivre, ce règlement. Ce règlement, il faudra qu'on le surveille collectivement, les citoyens, les gouvernements, et qu'on s'assure que les objectifs qu'on a définis il y a quand même déjà plusieurs années, ils se transforment en réalité. Dans RGPD, il y a cette idée que vous pouvez être spécifique dans votre consentement. Qu'il y a cette idée que vous pourriez dire « Ah, je veux bien que tu collectes, mais je ne suis pas d'accord sur la partie de revente. » Ou ce type de données, moi, je n'ai pas envie que ça arrive. « Ah bah si c'est ça, je ne souhaite pas. » Mais on ne pourra pas vous empêcher d'accéder au service. Et ça c'est un élément fort de RGPD, mais qu'il faudra surveiller de près parce que ce n'est pas forcément comme ça que tout le monde a prévu de l'appliquer. Quand je dis l'appliquer, je parle des opérateurs eux-mêmes, des grands services en ligne. Donc soyons tous vigilants, soyons tous très actifs, et on n'aura peut-être pas besoin d'une nouvelle loi, on a juste besoin d'être encore plus vigilants collectivement. Il y a aussi d'autres enjeux que soulève, qui interroge l'intelligence artificielle, c'est celui déjà évoqué tout à l'heure par Cathy O'Neill, des biais dans le cadre des systèmes algorithmiques. Professeur Sweeney, in your paper Discrimination on... Dans votre document sur la discrimination en ligne, vous dites que eh bien, les services Google font de la discrimination sur le web. Donc, il y a des biais. Est-ce que ces biais sont très répandus sur le web et comment faire en sorte, comment est-ce qu'on peut éliminer ces biais, d'après vous? Alors, je ne parle pas français, vous l'aurez remarqué, mais je suis en train d'essayer. Bon, c'était juste une petite aparté. Alors, quand on a commencé la conférence, je n'avais pas encore le casque. Donc, j'ai utilisé une appli et je ne m'étais pas rendu compte à ce moment-là que, eh bien, on parlait de cacahuètes et de balais de broduche. Alors que dans mon casque, il y a au moins un humain qui me parle et qui m'explique ce qui se passe. Donc, il va falloir changer la technologie. Donc, dans l'étude que j'ai menée, au départ, j'ai montré que quand on mettait le nom d'une personne dans Google, et si eh bien, ce nom était le plus souvent donné à un enfant noir qu'à un enfant blanc, même eh bien, on obtenait des données sur des arrestations. Et en fait, les Noirs étaient désavantagés lorsqu'ils cherchaient un emploi, parce que quand face à un demandeur d'emploi, l'employeur va se précipiter en ligne pour essayer d'obtenir des informations. Et l'application qui reprenait donc le casier judiciaire des personnes a vraiment fait beaucoup de mal en la matière. Alors, ce type de contenu peut être trouvé ailleurs sur Internet. Et quand j'étais à la Commission fédérale du commerce, on a trouvé de nombreux exemples. En fait, on avait mené donc cette petite expérience très simple. Et ça a permis finalement d'un peu anticiper la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, à savoir qu'il y a tellement de données sur chacun d'entre nous disponible, pas uniquement dans un lieu, Facebook par exemple, mais sur le dark web et ailleurs aussi, que les individus et les bots peuvent nous ciblent de manière systématique pour nous envoyer certaines publicités pour nous manipuler d'un point de vue économique ou politique. Et on a vu que ces bots se sont améliorés au fil du temps. Et plus on en sait sur vous, plus le bot en sait sur vous, plus vous lui ferez confiance et plus vos données seront exploitées. Donc les ramifications sont considérables, ne s'appliquent pas uniquement à notre vie personnelle. Et pas uniquement sur notre autonomie individuelle, mais ça a des conséquences également sur l'ensemble de la société. Parce que ces techniques peuvent être utilisées à des fins de division, de fracture, et peuvent générer des troubles. Donc, je crois que c'est une question extrêmement vaste et j'espère que le RGPD et de nouvelles solutions techniques vont pouvoir émerger afin que l'on puisse vivre au mieux et qu'on puisse pleinement profiter de ces technologies.
Le rapport de la mission dirigée par Cédric Villani propose, face à ces nouveaux usages, ces risques peut-être, de développer l'audit des algorithmes et peut-être également de constituer un corps d'experts. Est-ce que selon vous, cela va dans la bonne direction? Est-ce qu'il faudrait d'ailleurs aller plus loin peut-être encore? La question, elle est essentielle, c'est celle de la compréhension, pas forcément de l'explicabilité, mais de la compréhension. Ce qui nous permet d'ouvrir un champ plus large que simplement l'explicabilité. Les algorithmes vont amener à soutenir des décisions prises par des humains, mais vont parfois eux-mêmes en prendre des décisions. Et puis parfois, ils vont avoir des influences sur les types d'informations auxquelles j'ai accès et à la façon dont elles sont classées et présentées devant moi. Aujourd'hui, le droit traite différemment ces trois situations, mais elle les traite. Par exemple, vous savez que la loi pour une république numérique prévoit l'obligation pour de nombreux acteurs en ligne de rendre transparents les critères qui ont permis la présentation d'une information et d'expliquer comment l'ordre a été établi. De dire, je vois cet ordre, c'est comme le petit bouton Y qu'on faisait tout à l'heure, je clique dessus. Si vous allez sur Le Bon Coin, par exemple, si vous avez sur la plupart des pages un bouton qui vous explique comment ont été classés les différents éléments. Si c'est que la date, c'est que la date. Si c'est une composante de plusieurs éléments basés sur des éléments personnels sur vous, c'est aussi expliqué. Nous avons signé le décret avec Bruno Le Maire il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est une obligation pour toutes les plateformes. Ce n'est pas encore complètement mis en place par tout le monde. Ça va l'être, j'en suis certain, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, notamment à l'occasion de RGPD. Ça, c'est un premier pas. Mais comment on vérifie ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas créé une obligation d'open source des algorithmes de toutes les plateformes. On ne leur demande pas de nous dire vraiment ce qu'elles ont. Mais certains, en France et à l'étranger, le demandent, en disant « Non, il y a un moment, ça a tellement d'influence sur nos vies, vous devez nous dire ce que ça fait. » D'autres disent « Soyons plus malins, créons ces obligations de transparence et soyons capables de faire des tests. Et trouvons par la technique la capacité à auditer des algorithmes sans avoir à en connaître le code. » Et ça, c'est l'objet de très nombreuses recherches, notamment au sein de l'INRIA, mais aussi dans d'autres laboratoires, de comment on peut se donner les outils pour être capable de permettre à un humain de comprendre comment un algorithme fonctionne. Si vous nommez juste un nouvel expert qui s'appelle l'expert aux algorithmes et qui doit se débrouiller tout seul, il ne pourra rien faire face à l'immensité de certains algorithmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés aujourd'hui. Par contre, avec ces outils qui vont l'assister à rendre plus transparent, on va pouvoir y arriver. C'est essentiel. Il faut qu'on trouve ce qui est manquant aux endroits où ça manque. Et aujourd'hui, on peut se le dire, on n'a pas les outils qui permettent de le faire. Mais par contre, on est en train de créer ces obligations sur les critères. Et je crois que ça va être de plus en plus essentiel parce que les cas que vous avez rappelés, Madame le Professeur, ils seraient simplifiés si j'avais un bouton Y suffisamment visible à côté et qui me décrivait très exactement quel critère a été utilisé. Et le jour où je verrai une pub ciblée et en expliquant le Y, il ne me dit pas juste « j'ai récupéré quelques données sur vous », mais j'ai identifié qu'il y avait de grandes chances que vous aimiez ce type de produit ou service et je vous l'ai proposé parce que j'ai récupéré cette info d'un tiers détenteur de données qui me l'a vendu sur une place de marché de données personnelles que j'ai récupérée, que j'ai recroisée et que j'ai remise ici. Bah, peut-être que je vais commencer à m'inquiéter un peu plus et à être plus responsable vis-à-vis de moi-même, mon rapport avec ces plateformes qui échangent. Professeur Sweeney, the Villani Mission. Professeur Sweeney, la mission Villani a précisément identifié ce dont vient de parler le secrétaire d'État. Donc l'apprentissage automatique et les algorithmes sont une préoccupation majeure. Et je crois que la recommandation consiste à investir de manière massive dans l'explication de la recherche en IA. Alors, pour vous, quel rôle est-ce que la communauté de recherche devrait jouer pour ce qui est de la responsabilité et de la transparence des algorithmes? Alors, pour commencer, comment est-ce que vous savez que les choses se sont mal passées avant que les dégâts soient clairement visibles? À quel moment est-ce que vous êtes conscient que la décision qui a été prise de vous offrir de vous proposer ou non une carte de crédit aura un impact néfaste sur vous? Et que la possibilité de savoir si oui ou non vous avez été négativement impacté est extrêmement difficile à obtenir. Alors, il faut renforcer plus de transparence, certes, mais finalement, il n'y a que les chercheurs
qui peuvent expliquer quelles sont les conséquences possibles et qu'est-ce qui peut se passer mal. Et alors, certains pourraient dire j'aimerais ouvrir cette boîte noire et voir ce qui s'est passé. Ou alors, quelles données ont été utilisées pour créer cette boîte noire? Est-ce que les données sources sont biaisées? Quelle a été la fonction de sélection, enfin la sélection, les critères de sélection utilisés pour créer l'algorithme? Donc il y a toutes ces influences sur l'algorithme. Il est extrêmement difficile de les identifier tant que les choses ne se sont pas mal passées. Donc pour la communauté de chercheurs, les chercheurs ont un rôle à jouer, mais c'est lié également avec la politique. Si vous utilisez l'intelligence artificielle pour prendre la décision, ça revient à ce que nous expliquait Cathy O'Neill, il faut qu'il y ait une déclaration de conformité et puis qu'il y ait la preuve que cet algorithme fait effectivement ce qu'il est censé faire et la preuve que eh bien, il y a conformité avec la législation en vigueur. Alors, si ce n'est pas le cas, enfin, les chercheurs doivent aussi pouvoir mettre à l'épreuve l'algorithme. Et si les données pour entraîner l'algorithme étaient biaisées, l'algorithme sera biaisé. Il se peut que l'algorithme lui-même soit biaisé. Donc, quelle mesure est-ce que l'on peut mettre à l'épreuve l'algorithme? Et puis, il y a aussi ce processus de sélection. Pour ce qui est des pubs dont on parlait, quand on a commencé à en parler, l'entreprise impliquée a dit non, on n'a rien à voir là-dedans. C'est en fait le système de récompense de Google. En fait, ils reçoivent, ils sont payés à chaque fois qu'on clique sur la pub. Et c'est ça qui sélectionne les publicités qui sont envoyées à telle ou telle audience. Par contre, les publicitaires, eux, affirment qu'ils ont mis des pubs correspondant à tous les noms possibles des Américains. Et le fait que les résultats sur les personnes afro-américaines sortaient plus fréquemment était lié à la recherche. En tout cas, cette idée de biais dans l'apprentissage de l'algorithme nous rappelle que nous devons aussi tester l'algorithme pour ça. Et là-dedans, je crois que la communauté de chercheurs joue un rôle très important. Ministre, on voit ici le rôle essentiel que peut jouer la communauté scientifique. Donc j'allais vous poser la question de savoir quelle doit être la place de la France demain dans ce contexte et quelles pourraient être les propositions que l'on pourrait porter aujourd'hui pour soutenir ces recherches si fondamentales. La France, elle a un rôle à jouer, l'Europe a un rôle à jouer, et on l'a rappelé ce matin à plusieurs reprises, et vous le voyez au rythme des interventions, vous le voyez dans la construction même du rapport, sur les valeurs. L'intelligence artificielle, la façon dont on fera de la recherche sur l'intelligence artificielle, l'impact que ça aura dans nos vies, la façon dont elle fonctionnera, elle ressemblera à ceux qui la construiront avec leurs valeurs, leurs biais et leur technicité. Il se trouve qu'en France, on a ce bel équilibre entre un très haut niveau de performance et un très haut niveau de valeur. Eh ben, il faut que la recherche qui sorte de France et d'Europe, il faut que les outils et les utilisations qui en seront faites, eh bien, qu'elles ressemblent à l'Europe, qu'elles soient très exigeantes techniquement et très exigeantes en termes de valeur. Et pour ça, il faut soutenir la recherche publique. Mais comme l'a rappelé la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation tout à l'heure, oui, nous le faisons depuis longtemps et on va le faire encore plus. Je laisserai peut-être au président de la République cet après-midi l'occasion de prolonger sur ces sujets. Ce qui est certain, c'est qu'on a une façon de le faire à l'européenne et à la française qui sera utile, qui sera différente et qui viendra nourrir le débat international et qui permettra de montrer comment on peut combiner ces deux objectifs que nous nous donnons. Mais l'intelligence artificielle, elle ressemblera à ceux qui la font, et donc on a cette question de la diversité, on a cette question du manque de femmes dans la recherche et dans l'utilisation et au sein des entreprises de l'intelligence artificielle, le manque des représentations sociales et raciales. Si on se dit les choses, la recherche en intelligence artificielle et l'intelligence artificielle elle-même, elle ressemble à toutes nos grosses organisations.
Et une grosse organisation, une grande entreprise, quand elle se rend compte qu'à la fin, elle a des biais, quand elle se rend compte qu'à la fin, de façon systémique, elle crée de la discrimination dans le recrutement, qu'elle a beau regarder, elle n'arrive pas à recruter de femmes, et puis que toutes les personnes se ressemblent et qu'il n'y a pas de diversité sociale et ethnique, eh ben, elle peut mettre en place des outils. Et ben, je crois que ces outils qu'on met en place dans les organisations humaines, on pourrait les mettre intelligemment au sein de la construction de ces algorithmes. Un des outils, c'est faire une cartographie des biais, c'est accepter qu'on en a et se dire, je pense qu'on pourrait être biaisé là-dessus. C'est être capable de se dire, on va monitorer en permanence nos déviations et nos améliorations et essayer de comprendre pourquoi. Ce qui est intéressant avec une organisation humaine, c'est que c'est aussi un type d'organisation intelligente qui est parfois structurée, moins structurée, qu'on ne peut pas piloter en sachant exactement ce qu'elle va sortir à la fin. Et donc, elle a beaucoup de points communs avec les intelligences artificielles apprenantes. Et donc, je crois qu'on peut regarder les 50 ans de recherche organisationnelle qu'on a eu ces dernières années et voir ce que ça peut nous apporter. Un grand merci, Monsieur le Ministre. Thank you very much, Professor Sweeney. Merci, Professeur Sweeney.